pour que personne ne sorte. Voilà, passer la parole au docteur Toledano. Merci à lui d'être là. Et donc, il a tout un tas de titres et vous allez voir. Donc, je vous ai mis à la fois dans l'espace du cercle. Donc, à la fois une bio courte que j'ai trouvée sur l'Institut Raphaël, la bio un peu plus longue que m'avait envoyé Julie, merci à vous. Et puis un article que je disais tout à l'heure en démarrage, un article que je trouve intéressant, pardon de parler aussi en tant que patient, en disant que dans la santé, nous ne sommes plus à l'heure du sachant tout-puissant. Voilà, donc docteur Toledano, ça va être à vous. Je pense, si vous voulez bien, couper mon écran que j'arrive à mettre là, et puis voilà, essayez de vous mettre sur un fond qui ne soit pas un fond de fenêtre. Donc comme ça devrait être bien. Voilà. Voilà. Merci, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Alors, volontairement, pour donner un peu d'interactivité, je ne vais pas mettre de diapositive. Je vais essayer d'afficher les questions pour essayer d'interagir à la volée avec tous ceux qui le souhaitent. Donc, je n'ai pas fait de plan. C'est en venant ici, en vous écoutant depuis le début, que je me suis dit qu'on avait plein de sujets à discuter ensemble. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, elles seront ouvertes et on essaiera d'y aller en temps réel. Voilà. OK. Alors, je m'appelle Alain Toledano, j'ai 42 ans, 3 enfants. Je suis médecin cancérologue, radiothérapeute, donc j'ai 2 disciplines d'exercice. La radiothérapie, c'est une spécialité un peu technique, et la chimiothérapie. Alors, concernant et j'ai un autre métier dont on va parler, qui est finalement, au lieu d'être médecin, je suis un acteur de la santé. Et comme la médecine a souvent volé la santé, je crois qu'il est temps de rendre à tout le monde la santé, et ça va être le sujet. Et donc, j'ai un centre de radiothérapie qui s'appelle Hartmann, qui est un premier centre de France en radiothérapie, qui traite 3600 nouveaux patients qui ont des cancers chaque année, avec une spécialité qui est la robotique en radiothérapie, c'est-à-dire qu'on a des robots qui vont adapter leur tir au mouvement des cibles, et avec une précision au demi-millimètre. Et donc, on a développé avec mes associés, mes collaborateurs, une spécialité très technique qui est intéressante et qui nous permet d'être bien positionnés sur la recherche et le développement. Bon, ça, c'est de la technique, c'est un autre sujet. Puis, on a un centre de chimiothérapie à la clinique Hartmann, dans l'ouest de Paris, où on fait 20 000 chimiothérapies avec une unité de recherche en immunothérapie, en biologie, une unité de recherche clinique. Donc, vous voyez que je reste très ancré dans cette médecine très technique. Mais on s'est rendu compte avec tous les médecins autour que c'était absolument pas suffisant et que l'offre de soins n'était pas corrélée à la demande. Et pourquoi? Parce qu'avec nos traitements, on est de très bons générateurs d'effets secondaires, de fragilité, de rupture psychosociale et autres joyeusetés. Et donc, il n'est pas question de se cantonner à faire de la médecine technique, même lorsque la demande, elle est aussi à la médecine technique. Et donc, on en parlera, bien entendu. J'ai fondé avec mes collaborateurs un institut qui s'appelle Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et dans cet institut, qui est un bâtiment de 2000 m² sur 10 étages, à la porte de Champéret, on cohabite avec les médecins et paramédicaux, sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, acupuncteurs, toutes les disciplines de l'art-thérapie, la musicothérapie, danse-thérapie. Enfin, je pourrais le faire pendant longtemps. Il y a 80 soignants paramédicaux, de 30 disciplines différentes, et on offre gratuitement les parcours d'accompagnement coordonnés. Donc on va en parler, c'est une entreprise sociale et solidaire. L'idée, c'est d'offrir les soins et de les évaluer. On va co-construire avec chaque patient un parcours d'accompagnement coordonné qui est orienté vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi, dont on parlera fort probablement ici un peu plus qu'ailleurs. Alors, ces soins sont effectivement sur les 2 premières années. Le Covid a un peu ralenti la dynamique, mais on a offert 17 000 soins évalués à 1700 nouveaux patients. Et donc, on commence maintenant à avoir les évaluations dont on parlera, je pense, plus tard, sur l'intérêt d'accompagner les patients, un parcours simple qui diminue de 56% la dépression sans médicaments, et d'autres chiffres qui peuvent être un peu plus éloquents. Voilà pour l'introduction. Alors, si vous voulez bien, je suis prêt. Voilà, je vais regarder au fur et à mesure les questions et donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc j'ai entendu santé, travail, entreprise. Donc on va commencer puisqu'on parle de santé, on est en France, on a la chance en France d'avoir un beau système de santé
On va définir ce qu'est la santé, mais on va parler aussi de la photographie de ce système de santé. Donc aujourd'hui, en France, on a 223 000 médecins, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, 3 089 hôpitaux, je crois, de mémoire, 20 millions de patients qui passent aux urgences, 12 millions qui sont hospitalisés. On dépense 250 milliards d'euros pour la santé. Donc c'est pas loin de 12% du PIB. C'est plus que la moyenne de tous les pays de l'OCDE. Et pourtant, le système génère des mécontentements chez les usagers, hein, on le sait tous, on est tous usagers, chez les professionnels, naturellement. C'est un système qui est marqué par des profondes tensions, des rigidités d'organisation, des rigidités administratives, et c'est un système qui ne couvre pas forcément tous les besoins. Donc on sait bien qu'on va pas passer uniquement par l'investissement financier pour arriver à mieux vivre notre système de santé. Il va falloir qu'on le réorganise. Et donc, tout le monde a entendu le déploiement de la santé numérique, la formation continue, les réorganisations structurelles, alors les groupements de territoires, réorganiser les relations entre le libéral et le public, parce que le libéral, ça peut être encore un gros mot malheureusement en France. Et donc, il y a toute une approche culturelle, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Alors, on va prendre l'exemple du cancer, qui est ma discipline. C'est que le cancer, c'est 450 000 nouveaux cas par an en France chaque année. Et c'est aussi 150 000 morts tous les ans, chaque année en France, et plus de 10 millions dans le monde. Donc c'est vrai qu'on en entend moins parler que le Covid, on parlera aussi du Covid, mais on a un vrai sujet. Ces 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer en France, eux sont affectés, mais vous savez que quand quelqu'un est malade dans une famille, c'est toute la famille qui est malade. Et donc, on peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance chez le psychologue. Quelqu'un qui a mal au dos, on peut lui rembourser 5 fois la même IRM, faite dans les mêmes conditions, mais pas une séance chez l'ostéopathe qui enseigne les postures à l'école du dos. Donc, on voit bien la nécessité d'une transformation. J'ai vu Jacques, expérience patient, je vais le noter au fur et à mesure. Jacques, c'est moi, parce que j'utilise son poste, pardon. Alors, si vous êtes Jacques, ça va. Moi, je vais aller chez l'ophtalmo. D'accord. D'accord, ok. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de dire que notre objectif est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et donc, on a une nécessité de transformer la santé, transformer la médecine, qui n'est qu'une composante de la santé. Alors notre système, même s'il est très coûteux, même si on a de la chance, et qu'il n'est pas suffisant, on sait que 70% des Français se tournent vers des médecines complémentaires, que malheureusement certains appellent alternatives, et qu'il faudrait intégrer ces médecines complémentaires pour appeler ça la médecine intégrative. On sait aussi que les médecins, nous avons notre part de responsabilité, puisqu'on coupe la moyenne en général aux patients au bout de 23 secondes. Donc c'est sûr que la parole en général au bout de 23 secondes. Alors, on sait qu'on prescrit donc assez facilement, hein, puisque 93% de nos consultations se soldent par une prescription médicamenteuse, contre 40% aux Pays-Bas, et ils ne meurent pas plus tôt. Et on jette une boîte sur 2 à la poubelle, c'est-à-dire qu'on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc pour ceux qui disent que la transformation est coûteuse, ce qui est coûteux, c'est continuer d'exercer comme ça. C'est très coûteux. En fait, il faut arrêter de culpabiliser les acteurs de la transformation en santé. Hein, la qualité, c'est un coût, mais le coût est absorbé déjà de façon inhérente par la qualité elle-même. Donc il faut une culture de déculpabilisation de la qualité au travail aussi, hein, je pense qu'on a des sujets, mais la qualité en santé. Je vous interromps juste 30 secondes. Ouais. Qualité de vie au travail. Il y a eu une grande avancée syndicale du côté des syndicats de salariés l'été dernier, du côté de la CFDT. Ils ont eu des débats forcenés entre est-ce qu'on parle de qualité de vie au travail ou est-ce qu'on parle de qualité de vie tout court. Ils ont tranché pour les cadres, la CFDT cadre, pour qualité de vie tout court. Et donc on voit que les questions de porosité là sont de plus en plus importantes chez eux. Donc, alors, très bien, mais ce qui m'amène à dire qu'est-ce que le travail? Le travail dans la Grèce antique, c'était ce qu'on donnait aux esclaves. Moi, je ne travaille pas, je fournis des efforts. Mais l'idée, c'est le cerveau se nourrit de 3 choses, l'oxygène, le sucre et le plaisir, 100% de plaisir.
Donc le travail, c'est peut-être des fois péjoratif pour certains, mais fournir un effort, c'est indispensable. Faire partie d'une œuvre collective, c'est indispensable. Donc c'est vrai que la sémantique du travail, la relation au travail, c'est une affaire culturelle et qui dépasse la santé, donc la qualité s'en est emparée. Donc l'idée effectivement, c'est d'avoir une approche individuelle et collective. Et j'ai entendu Mme Valérie Dumas tout à l'heure qui nous parlait finalement de cette dialectique individu. C'est pas le baby-foot qui va forcément faire la meilleure santé, la meilleure prévention pour tous. C'est pas le RH qui va faire des grands programmes de prévention collective qui va avoir raison des problématiques qu'on peut avoir en prévention en santé. Et donc, il y a toute cette dialectique entre l'individu et le collectif lorsqu'on parle de santé. Alors, ce qu'on sait, c'est que si autrefois l'emploi et la sécurité étaient les premiers sujets de préoccupation, toutes les enquêtes d'opinion ont maintenant objectivé, après le Covid, c'est d'autant plus vrai, que la santé est le premier sujet de préoccupation des Français, loin devant les autres. Et on peut le comprendre, et c'est plutôt pas mal pour amorcer un mouvement de transformation en santé globale. Alors, il y a aussi, avant qu'on ouvre naturellement les discussions, plusieurs sujets. On sait qu'il y avait en 1994 3 700 000 personnes qui étaient titulaires d'une affection longue durée, avec les droits qui étaient ouverts pour cela. En 2018, on était à 11 millions. Et on va probablement augmenter. On sait qu'en 2020, on a 11 millions d'aidants, dont 4 millions qui sont des salariés actifs. Alors, dans les aidants, vous avez des aidants psychologiques, des aidants physiques, des aidants financiers. Donc, la problématique des aidants, tout le monde s'en est saisi. Il y a une loi qui est une vraie avancée sociale, qui est une loi déjà de connaissance et de reconnaissance, et qui va, à mon avis, faire des petits et qui s'intègre bien dans notre dynamique santé au travail. Donc, le tout curatif ne va pas être possible, finalement. On va devoir travailler sur la prévention. Vous savez qu'aujourd'hui, la prévention, c'est 3% des budgets, des dépenses en santé. Et si on prend la cancérologie, par exemple, 40% des cancers sont évitables, mais on fait que 3% de prévention. Ça veut dire qu'on pourrait éviter 142 000 morts, c'est 3 fois le Covid chaque année. Mais on n'en parle pas beaucoup, en fait. Donc, si on arrivait à travailler sur le tabac et les addictions au tabac, ça tue encore 80 000 personnes par an en France, l'alcool, la sédentarité, puisqu'on va rediscuter du sport santé, bien sûr le surpoids, les toxiques, les addictions en tout genre, les troubles du sommeil qui génèrent des cancers, de la dépression et autres. Et donc, en fait, on voit bien que ces facteurs de risque de cancer, c'est les mêmes que les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est les mêmes que les désordres en santé générés par le Covid. Donc, on voit bien qu'il y a un axe fort de prévention qui doit se dessiner, qui est de la prévention en santé globale, parce que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé intègre des dimensions différentes, la santé sexuelle, la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sociale. Et c'est là donc que la qualité de vie au travail, ou enfin bon, moyennant variation sémantique, devrait s'intégrer. Donc on a cette vision de la santé globale, cette vision de la prévention, cette nécessité de la transformation, ce socle de transformation qui a aussi une base économique, qui pour nous est une base médico-économique. Un patient dont on s'occupera globalement coûtera toujours moins cher que si on s'occupait que de sa maladie. 50% des consultations en France, je ne sais pas combien il y en a, 400 millions, 800 millions, c'est des consultations de maladies chroniques. Et on les traite de façon symptomatique et souvent médicamenteuse lorsqu'on devrait avoir une approche systémique. Donc il y a des gros volumes, si vous voulez, de dépenses qui pourraient être réorientés juste avec une autre manière de réfléchir. Et c'est pour ça que j'étais intéressé par la première partie de vos échanges. C'est qu'avoir une réflexion de fond et structurelle sur l'organisation de la santé en entreprise, on devrait avoir la même sur l'organisation de la santé dans la société. Et donc que l'entreprise puisse être le vecteur d'une transformation sociale, ça nous irait bien. Je ne pense pas que les hôpitaux soient les premiers et les leaders dans la transformation en santé, vu le gouffre financier de notre réorganisation et de la manière avec laquelle on doit colmater les brèches. Mais en même temps, les hôpitaux sont devenus la plus grosse entreprise. Malheureusement. Dans toutes les villes de France, malheureusement. Le grand employeur, c'est l'hôpital. Oui, mais alors, peut-être qu'en fait, si on voulait un socle social, on ne serait pas obligé de faire gonfler la note des hôpitaux, parce que quand on hospitalise quelqu'un à 2 000 € la nuit et on le fait attendre 20 jours pour avoir un scanner,
C'est-à-dire qu'un scanner nous revient à 40 000 €, vaut mieux en acheter un, des scanners, et puis le faire dormir à l'hôtel Ritz, et puis arriver à réorganiser sa santé. Parce que dormir à l'hôpital 20 jours, c'est une fonte musculaire, de la dénutrition, des risques cardiovasculaires, ça n'a jamais amélioré la santé de personne. Donc en fait, à compter sur l'hôpital pour être un socle social, vaut mieux mettre l'argent autrement. Et donc l'hôpital est devenu un gouffre financier et souffre de sa non-restructuration, et puis il est devenu intouchable. Donc il faut surtout toucher à l'hôpital. On n'est pas là pour rajouter de l'argent à l'hôpital contre rien. Ce serait débile pour toute la société française qui augmenterait ses dépenses sans améliorer sa qualité. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que les hôpitaux n'ont pas besoin d'argent, ils ont certainement besoin d'argent, mais d'une réorganisation. Traiter des maladies, ce n'est pas ça le système de santé français. Traiter des patients en sachant que le patient a un parcours et qu'il y a un parcours patient avant et après l'hôpital. Gérer des vulnérabilités, traiter des handicaps, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas seulement un sujet d'aller fabriquer des lits et d'arriver à doter de machines des établissements qui sont des murs physiques et qui sont froids. Donc le parcours santé doit avoir un lieu de gestion de la maladie, mais il doit avoir des lieux de prévention, des lieux de réhabilitation, des lieux de gestion du handicap et de la vulnérabilité. Donc, je vais permettre également une mutualisation, parce qu'on a esquissé le sujet lors de la conférence sur la résidence Covid, que j'avais la mutualisation, c'est l'hôpital, c'est la santé au travail, c'est la vie en entreprise, c'est l'associatif, c'est la vie des collectivités. Et quand on arrivera à mutualiser l'ensemble de ces systèmes qui fonctionnent un peu en silo, qui coûtent très cher, comme vous le faisiez remarquer, on aura un gros progrès sur le suivi du patient. On ne traite pas des pathologies, on traite des hommes et des femmes qui ont une vie personnelle, une vie professionnelle, mais c'est bien les mêmes individus. La capillarité qu'il peut y avoir entre la médecine de ville, la médecine du travail, l'hôpital, on a vu des réseaux humains se créer pour que les patients qui étaient avec des difficultés, notamment, donc il y a eu des accidents graves de la main, soient pris en compte entre la médecine du travail et la médecine de l'hôpital. Et ça, c'est un petit peu cette mutualisation qu'il faut créer si on veut arriver au résultat que vous préconisez. Donc vous avez raison. Si on intégrait dans l'approche en santé globale, bon, la santé au travail naturellement, mais la santé environnementale, on en parle. La qualité des milieux, c'est très intéressant de savoir que dans des villes avec des particules fines inhalées, on peut avoir 8 mois de vie en moins, etc. Donc la qualité des milieux, les perturbateurs endocriniens, etc. Mais également tous les risques psychosociaux. Et donc cette santé environnementale, elle fait partie intégrante d'une santé globale. Donc la santé, ce n'est pas uniquement la gestion de la maladie ou de l'absence de maladie. Et je crois que c'est cet effort culturel qui va être le premier palier pour arriver à avoir cette approche en santé globale. Et du coup, de facto, qu'en entreprise, on se soucie d'une transformation en santé, il n'y a pas de sujet, c'est vital. C'est vital pour l'entreprise, c'est vital pour la société. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui compensent leur déséquilibre de vie par un bon équilibre au travail. Le travail, c'est un facteur d'épanouissement, c'est une opportunité pour beaucoup, c'est un facteur de développement de ses relations interpersonnelles, de développement spirituel. Le travail ne doit pas avoir que le côté péjoratif qu'on lui connaît dans sa contrainte, avec une relation… il y a beaucoup de syndicats très honnêtes qui sont sur une démarche proactive d'acquérir du bien-être. Malheureusement, on a aussi beaucoup de tensions administratives qui se sont installées avec une relation au travail qui est contraignante, alors que c'est un facteur d'épanouissement. Moi, je traite, ce matin, pour venir ici, j'ai commencé la consultation à 6h30. J'ai vu peut-être une douzaine de patients qui ont déjà, pour beaucoup d'entre eux, qui rêvent de retourner travailler. C'est un facteur d'épanouissement. Ils sont en train c'est leur imaginaire, c'est leur image mentale. Comment je vais être avec mes collègues, comment je vais réussir. C'est qu'une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Mais c'est beaucoup parce que l'entreprise cultive la performance et souvent l'entreprise ne sait pas réintégrer la fragilité, qui en fait est une force parce que quand on a vaincu un cancer, on est plus fort en entreprise. On devrait être fier de le marquer sur son CV au lieu d'être montré du doigt et d'apparaître comme un élément contagieux dans une organisation qui est pyramidale, hiérarchique, etc. On en a besoin peut-être. Mais si vous voulez, c'est vrai que la considération culturelle, c'est quand même la première démarche de la transformation.
et que nous, on a par exemple mon parcours pro qu'on offre à tous les patients avec 6 DRH, des psychologues du travail, où on va accompagner chaque patient, chaque patiente. Donc, on offre des soins esthétiques, le conseil en images, la manucure, la capillarisme, la psychologie, la sophrologie, la relaxation, la méditation, enfin tout ce qui va aller autour de la réhabilitation. Notre objectif étant que les gens retournent plus vite au travail, parce que ça coûte cher des gens qui ne travaillent pas à la société. Et quelqu'un d'apeuré, c'est quelqu'un qui ne consomme pas, il coûte cher à la société. Et surtout pour lui-même. C'est des ruptures de ligne de vie. Alors nous avons monté par exemple un cercle de réflexion émotionnelle et on a co-construit une chaire en expérience patient. Donc il y a des professeurs en marketing qui vont travailler sur le côté expérientiel du patient. Là-dedans, si je peux me permettre, il y a à boire et à manger. Hein. Oui. Alors on mange ou on boit d'abord. Voilà. Juste, me permettez aussi une autre intervention qui est une distinction, c'est-à-dire que on préfère, nous, parler du monde du travail plutôt que du monde de l'entreprise, parce que vous avez 6,5 millions de personnes qui sont dans un emploi public ou parapublic sur les différentes fonctions publiques qui sont pas dans l'entreprise. Puis on travaille de chez soi maintenant. Hein? Puis on travaille de chez soi maintenant. Et il y a aussi l'énorme contingent, je parle du statut, et l'énorme contingent des indépendants. D'accord. Très bien, très bien. Ben, c'est la preuve qu'il faut que les mondes se parlent pour qu'on ait une sémantique partagée. Enfin, je crois qu'on voit bien que les valeurs sont partagées, même chez les médecins, vous voyez. Il y a beaucoup de médecins qui ont une vision globale, mais qui sont ustensilisés par un système parce qu'on leur demande de produire de l'acte. C'est sûr qu'en soumettant à une pression financière indexée, mal indexée, l'activité d'un médecin, on va lui imposer d'arriver à faire de l'acte. Ça ne veut pas dire qu'il en est forcément content. Et on voit bien qu'il y a des problématiques qui ne se traitent pas avec des médicaments et qui se traitent avec du temps. Et le temps, c'est de la qualité. Et valoriser de la qualité et du temps. Je vous donne un exemple. Avant de venir, je devais être là à 10 heures. Je passe aux urgences. Faut voir une patiente hospitalisée qui a 39 de fièvre après une chimiothérapie. Mais c'est vrai qu'elle attend depuis 3 heures aux urgences. Et elle attend, mais il y a 20 personnes avant elle. Et dans les 20 personnes, il y a une quinzaine de femmes avec des cystites. Donc, si vous voulez, la cystite aujourd'hui, la France va payer 300 € les urgences pour gérer une cystite. Et 23 € le médecin généraliste, qui va du coup pas l'avoir, parce qu'il n'en peut plus. Donnez 50 balles au médecin généraliste, enlevez les cystites des urgences et on économise 3 milliards d'euros. C'est bien ce que vous dites, si je peux me permettre, c'est qu'on a eu, il y a eu une quinzaine de jours, l'intervention d'un responsable de service d'urgence à Bichat, où ils sont complètement refaits. Le type, ils ont complètement revu le principe, et donc ça, ils essayent effectivement d'externaliser si tant est qu'on peut, et toute l'organisation est complètement revue pour mettre effectivement les choses sur les... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que chaque innovation se fait avec un budget supplémentaire et qui sont effrayés de creuser un trou de sécurité sociale. Alors qu'en fait, cette création de valeur, finalement, ça crée aussi de la valeur financière. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des bonnes idées. Je veux dire, on dépense tellement d'argent en le gaspillant avec des anciennes façons de réfléchir qu'on ne crée pas la place pour des nouvelles façons de réfléchir. Et je suis sûr que dans le monde du travail, pas de l'entreprise, vous avez exactement la même chose. Alors nous, moi je gère un centre où j'ai 100 personnes qui travaillent de cancérologie et un autre, une entreprise sociale où il y en a 100 qui travaillent. On voit bien que dans les organisations, on en a une qui est très pyramidale, hiérarchique, qui est astreinte à une rentabilité de production. Parce qu'on n'a pas beaucoup de machines de radiothérapie, il y a des délais, et le délai, ça crée de la quantité de vie en moins. Et on en a une autre qui est une entreprise sociale où il faut surtout laisser chacun s'exprimer, arriver à avoir de l'intelligence collective, être moins pyramidal. Et en fait, c'est vraiment la cohabitation de ces mondes, qualité-quantité, qui va fabriquer dans le parcours de soins un parcours en santé. Parce qu'on va avoir besoin de tout. Il ne faut pas renoncer à bien traiter sa maladie pour être bien traité soi-même. Et tout à l'heure, pareil, je reçois, vous savez, cet après-midi, une dizaine de femmes de moins de 40 ans avec des cancers du sein, cet après-midi. Et beaucoup qui ont des maladies très avancées, parce qu'avant d'aller franchir la porte du médecin, eh bien, elles ont fait 8 mois de naturopathie, qui par ailleurs est tout à fait intégrée dans nos parcours. Mais on a vendu un concept d'alternatif, ce qui est débile. Il fallait mettre le naturopathe avec nous pour arriver à traiter ces femmes plus tôt, parce que ces femmes métastatiques, eh ben, je vais faire des traitements qui valent 300 ou 400 000 € par an.
à des patientes qu'on aurait pu guérir il y a 2 ans. Et donc, en fait, les mauvais messages génèrent de la vie détruite et des surcoûts et des drames humains. Et des drames en entreprise, avec des désorganisations. On ne capitalise pas sur les savoirs, sur les gens qui à l'âge d'épanouissement, se retrouvent à être malades au lieu d'être très productifs et bienveillants pour leur environnement. Et la maladie, ça coûte de l'élan vital à tout le monde. Donc on voit finalement qu'il faut qu'on remette de la porosité entre les systèmes, qu'on les décloisonne, et que la santé, c'est pas pour les médecins. La santé, c'est pour tous. Alors c'est vrai qu'il y a un capital savoir, connaissance, santé. Alors les médecins du travail, comme disait le collègue, ils ont quand même plus la connaissance du monde du travail et de l'entreprise que le médecin réanimateur qui est dans sa réanimation et qui ne voit même pas un patient réveillé. Donc le décloisonnement, c'est la meilleure manière finalement de créer cette synergie. C'est aussi comment vous voyez, je dirais, votre optique à vous qui est la nôtre, c'est ce pourquoi on est là et on essaie de décloisonner, par exemple, progresser. Parce que c'est pas si fréquent, si je peux mettre, même encore maintenant, ça l'était encore moins il y a 15 ans, mais là maintenant, voilà, comment ça diffuse? Vous pouvez nous donner un petit peu un message d'espoir de ce côté-là? Bien sûr, mais j'entends. Non, mais on y est. Sur les 3000 hôpitaux, il y en a plus de 600 qui ont signé des chartes de médecine intégrative. Tout le monde rêve de programmes de prévention, mais il n'y a pas encore de financiarisation. Alors, il y a encore de l'argent, le travail, je vais dire, dans l'entreprise. C'est vrai que la transformation en santé qui passerait par la santé en entreprise, ça pourrait être une manière de le dire. Mais à ce moment-là, il faut évaluer ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on évalue, c'est toujours mieux. Je vous donne un exemple. Sur les 100, on est un des endroits en France qui avons toutes les arts-thérapies. Donc, il y a les arts plastiques, sculpture, peinture, couture, tout ce qu'on veut. La danse-thérapie, la musicothérapie et la dramathérapie par le théâtre. Et la bibliothérapie. D'accord? Et donc, pour les 100 premières patientes qu'on a envoyées en danse-thérapie, sur un programme de 8 séances, on a remarqué qu'il y avait 25% des patientes qui avaient des douleurs et que la danse-thérapie diminuait de 90% des douleurs. Mais en plus d'améliorer l'image de soi, de faire un travail physique indispensable sur la tolérance des traitements, les régulations métaboliques des diabètes, etc. Et je ne vais pas vous parler du sport santé, qui diminue les risques de rechute. Donc, si vous voulez, on a traité des douleurs en reconstituant son image personnelle et en faisant du sport. Pour un coût très faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans la clinique du coin, on va dépenser 1 500 € de consommables pour opérer avec un robot une chirurgie qu'on pourrait faire sans robot. Mais la dame qui a plus son utérus à 30 ans, qui sera jamais maman, on ne va pas lui financer une psychologue à 80 € de l'heure. Donc en fait, on est en train de valoriser de l'acte technique au lieu de valoriser la vie humaine et la qualité de la dignité humaine, l'existence humaine. Donc nos systèmes économiques se sont emballés, indexés sur des actes techniques et leur valence administrative. Et donc l'appel, c'est un appel à repenser l'humain et le repositionner au centre. Et je ne connais pas de personnes bien faites qui ne seraient pas d'accord sur un projet recentré sur l'humain. S'il y a des personnes par contre bien faites qui arrivent à donner la valeur financière au projet recentré sur l'humain, alors à ce moment-là, au lieu de séparer les gens, on va les rassembler. Et finalement, on dit toujours, il y a une doctrine philosophique à tout ça. C'est autour de l'argent, la gloire, le travail, la reconnaissance. Et vous recommencez. L'argent, la gloire, le travail, la reconnaissance. On est recentré sur soi-même. Et ça ne crée pas le bonheur, en fait. C'est Emmanuel Lévinas, philosophe et maître, qui parlait de l'éthique d'autrui. On a un devoir vis-à-vis de l'autre. Et nous, on a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Et c'est cette doctrine philosophique qui doit nous guider. Le devoir vis-à-vis de l'autre. Ensuite, il y a une deuxième histoire. Je ne sais pas si vous avez lu Antonio Damasio, qui est un grand. L'erreur de Descartes, c'est que Descartes disait le cœur a ses raisons que la raison ignore. En fait, on a souvent une dualité entre la passion et la raison, le corps et l'esprit. En fait, ça ne fait qu'un, le corps et l'esprit. Et toute la dialectique de Spinoza, par exemple, c'était d'aller de la tristesse vers la joie. Arriver à fabriquer de la joie. Ça va être ça notre travail aujourd'hui. Même quand on polie des verres de lunettes qui était son activité. Exactement, son activité alimentaire. Oui. Alimentaire. Et on a monté un cercle de réflexion émotionnelle. Alors je vais vous raconter ce que c'est. En fait, quelle est la différence entre émotion et sentiment?
Tiens, à vous, Jacques. Alors, le vrai Jacques. Alors, le vrai Jacques. Le vrai Jacques, c'est le président. Hein, alors, Monsieur le Président, quelle est la différence entre l'émotion et le sentiment? C'est intéressant parce qu'on vit avec tous, mais c'est assez difficile de définir. C'est extrêmement difficile. Il y a un truc qui marrant, moi, ça me fait un écho vétérinaire. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de gens qui, bref, il y a des débats sur est-ce que les animaux sont des personnes et autres, et qui vous disent les animaux sont capables d'émotion, mais pas de sentiments. Ben, on va en discuter. Et je crois que c'est pas vrai. J'ai dit l'émotion, c'est ponctuel, le sentiment est plus pérenne. Ah, il est pas mal. Oui, pas mal. Vous savez qu'on prend toute la journée le pouls artériel pour traiter un risque cardiovasculaire, mais personne ne prend le pouls émotionnel. Donc pour nous, c'est quand même assez fondamental. L'émotion, c'est une réaction neurophysiologique aiguë qui dure quelques minutes, qui n'est ni positive ni négative, qui peut être ressentie comme positive ou négative, et qui peut s'accompagner de manifestations physiques, des sensations qui sont exprimées ou refoulées. Le sentiment, c'est un état affectif plus chronique, qui dure quelques années, qui peut être fait d'émotions paradoxales, et quand on en parle, il y a un véritable ancrage. Quand une femme vient me voir avec une mammographie, ou un homme avec un dosage du PSA pour sa prostate, la solidarité nationale a déjà payé le radiologue pour la mammo, qui va dire que c'est normal, ou le biologiste pour le PSA qui va être normal. En fait, les gens, ils viennent pour qu'on traite la peur de rechute. Donc, notre travail, c'est de traiter de la peur, des sentiments, en manipulant des émotions. Et donc, on a monté, finalement, de la recherche sur la sphère émotionnelle. Et sur la relation soignant-soigné, qui a été à un moment, vous aviez cité l'article qu'on avait publié avec Nathalie Collin dans Les Échos. C'était au moment de Vivatech, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais. Cette relation émotionnelle, elle est fondamentale. Si on la comprend, on est plus efficient. On n'est plus dans la relation soignant-soigné qui est le sachant et le non-sachant. À l'ère d'Internet et du docteur Google, où chacun d'ailleurs prend ses croyances pour des certitudes et des savoirs, eh bien, on a besoin finalement d'une relation de partage, de délibération qui prend en compte l'être émotionnel. On n'est pas que des cerveaux gauches, en fait. On impacte nos raisonnements par nos intuitions, par nos affects. Et donc, à l'heure des croyances et du Covid, il va falloir effectivement qu'on se réapproprie toute la dimension du cerveau droit, des affects, des émotions, du bien-être, parce qu'on est fait de ça. Quand bien même on peut être cartésien, je veux dire, on n'est pas obligé d'opposer notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Alors, c'est la féminisation des organisations, parce qu'on sait que le corps calleux féminin, il est quand même plus développé, et on arrive à jongler entre le cerveau droit et gauche plus facilement, en théorie, sur le plan anatomique. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Juste en remarque grammairienne, ce qui m'énerve moi beaucoup, c'est que le français a quand même le gros avantage, cher monsieur, que le genre masculin est aussi le genre neutre. On a une dimension majeure qui est une dimension éthique dans ce que vous dites. C'est-à-dire que souvent, alors la morale, c'est très personnel, le bien, le mal, et l'éthique, c'est une science morale, c'est plus collectif. Et souvent, l'éthique, on l'a corrélée à la justice. Et ça a été très masculin dans nos sociétés. Et ce qui était bon ou mauvais, c'était ce qui était juste ou pas, selon un code juridique. On a relégué la préoccupation de l'autre, ce qu'on appelle l'éthique du care, qui a beaucoup émergé outre-Atlantique dans les années 90, avec le soin et le prendre soin. On l'avait relégué à certaines élites et à un mouvement féministe. Et le soin à l'autre, ça n'a pas été éthique. Mais maintenant, il y a une éthique du care. Je dirais que pour valoriser l'éthique du care, il y a la culture, il y a une philosophie du care, et il faut remettre l'humain au centre et la préoccupation de l'autre au centre. Donc on a des sociétés patriarcales, juridiques, judiciarisées même, et on a une transformation culturelle à opérer, comme la transformation d'un organe vivant qui est l'entreprise.